Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une certitude. Celle qui a construit les fondations de l'OTAN et qui en a fait l'alliance la plus puissante de l'histoire. Cette certitude, c'est que les États-Unis interviendront militairement dès lors qu'un membre de l'OTAN sera attaqué. Ça peut paraître simple, mais c'est pourtant la base de tout le fonctionnement de l'alliance. Mais en janvier 2024, Trump a dit quelque chose qui a tout changé. Vous n'avez pas payé ? Vous êtes en retard ? Non, je ne vous défendrai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent. Et ce jour-là, la certitude a disparu. Donc quand on pose la question « Est-ce que l'OTAN va s'effondrer ?», on pose la mauvaise question. Car depuis ce jour, elle est déjà en train de s'effondrer. Ce qu'on doit comprendre, c'est comment, et toutes les conséquences que cela va avoir. Dans les semaines qui ont suivi cette déclaration, il y a eu une réaction au sein de l'Alliance sans équivalent depuis la guerre froide. 31 gouvernements ont réagi immédiatement. L'Allemagne a adopté un nouvel amendement autorisant 500 milliards d'euros pour la défense. C'est pas un ajustement budgétaire, c'est une modification de la Constitution. Pour cela, ils avaient besoin d'une majorité des 2/3. Le résultat, 513 voix pour, 207 contre. Un plébiscite. Emmanuel Macron s'est rendu sur une base de sous-marins nucléaires. Il a annoncé que la dissuasion nucléaire française aurait désormais une dimension européenne. Il a invité 8 alliés à participer à des exercices nucléaires. L'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas et d'autres. La France a prévu d'élargir son stock de têtes nucléaires pour la première fois depuis 1992. La Pologne consacre déjà plus de 4% de son PIB à la défense. C'est le chiffre le plus élevé de l'OTAN. Elle a, en plus de cela, signé des traités de sécurité bilatéraux avec la France et le Royaume-Uni. Les deux sont décrits comme créant une nouvelle étape dans les relations de sécurité. Le Japon a doublé son budget de défense. Il a franchi une ligne doctrinale qu'il refusait de franchir depuis 70 ans et la Seconde Guerre mondiale. Autoriser des frappes préventives sur des bases de missiles ennemis avant qu'elles ne tirent. En Corée du Sud, 76% de la population soutient la construction d'armes nucléaires nationales. C'est un record historique. Voilà le monde d'aujourd'hui. Voilà la réaction qu'a suscité une simple annonce de Donald Trump. Et ce qui est fascinant, c'est que cela s'est produit alors même que les États-Unis n'ont pas quitté l'OTAN. Mais ils ont ouvert une porte qu'ils avaient gardée fermée depuis 75 ans. Un seul changement, de la certitude à peut-être. Et ce changement s'est révélé encore plus dangereux qu'une rupture franche n'aurait pu l'être. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, l'a dit sans détour en décembre 2024. Nous ne sommes pas prêts pour ce qui va nous arriver dans 4 à 5 ans. Friedrich Merz, le chancelier allemand, a dit à la conférence sur la sécurité de Munich en février 2025 « Il n'est pas sûr que dans quelques mois, nous parlions encore de l'OTAN sous sa forme actuelle. » Et tout ça, ce ne sont pas des réactions à un départ, ce sont des réactions à un doute. Tous les préparatifs en cours, que l'on a cités précédemment, ne portent pas sur un avenir sans l'OTAN. Ils prouvent simplement que l'OTAN est déjà fonctionnellement différent de ce qu'il était il y a 2 ans. La coquille, elle est intacte, mais la croyance qui la faisait fonctionner ne l'est plus. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui, mais le vrai problème, c'est ce qui arrive ensuite. Parce que dans les 4 prochaines années, il y a une grande fenêtre de danger, avec plusieurs chocs qui risquent d'arriver suite à cet effondrement. Et honnêtement, personne n'est prêt. La Russie a bien compris que la certitude avait disparu. Elle a tout intérêt à le confirmer. Et elle n'a pas besoin d'envahir l'Estonie ou tout autre pays membre pour tester la garantie de sécurité des États-Unis. Il lui suffit simplement de fabriquer ce qu'on appelle un incident test. Par exemple, quelques paramilitaires, une provocation à Narva. Narva, c'est 96% de la population qui est russophone, mais c'est un territoire de l'OTAN, juste à la frontière russe. C'est l'endroit parfait pour tester l'alliance. Et est-ce que les États-Unis risqueraient une confrontation militaire pour défendre Narva, juste après que Trump ait dit à ses alliés qu'il ne les défendrait peut-être pas du tout ? La Russie a juste besoin d'ambiguïté. Quelque chose qui déclenche un débat sur l'article 5 sans le déclencher franchement. Un incident test calibré pour éviter de franchir un seuil précis. Et ensuite, juste observer ce qu'il se passe. Parce qu'une garantie de sécurité, ça fonctionne pas comme un contrat. Ça fonctionne comme une croyance. Il y a 3 parties, le défenseur, l'allié et l'adversaire. Quand on a la certitude que l'allié va venir aider, il n'y a pas besoin de tester. Pourquoi tester un mur dont on est sûr qu'il est solide ? À l'opposé, quand la croyance disparaît complètement, dans le cas par exemple d'un effondrement total de l'OTAN, le système s'ajuste, les alliés se réarment, les adversaires recalculent. Il y a un nouvel équilibre qui se forme. C'est douloureux, mais c'est lisible. Mais la situation actuelle, c'est l'incertitude, et c'est le pire. C'est quand la garantie est incertaine que l'adversaire a un intérêt réel à tester à moindre coût, pour comprendre dans quel monde il se trouve réellement. Rendez-vous compte, une déclaration de Trump a déclenché des planifications d'urgence dans 31 gouvernements. Juste une déclaration, sans changement formel de politique, sans retrait, juste un doute. L'incertitude que le positionnement de Trump a créé peut donc avoir des conséquences directes pour l'Europe. Mais ce n'est pas le seul problème.
Parce que ces 31 gouvernements se sont certes mis en action, construire des armes, signer des nouvelles alliances, etc. Mais la question c'est peuvent-ils le faire assez vite? Actuellement, l'Allemagne, la France, la Pologne ont toutes des armées, des chars, des avions de chasse, de l'artillerie. Ce qu'elles n'ont pas, c'est le système nerveux. Je vais vous donner une image. Imaginez un corps de pompiers avec les meilleurs camions du monde, mais sans radio. Quand l'appel arrive, ils ne peuvent pas se coordonner. Ils ne trouvent pas l'incendie. Ils ont beau avoir les meilleurs camions, ils ne servent à rien. Eh bien, c'est exactement le problème militaire de l'Europe en ce moment. Les camions existent, le système radio, non. Et dans le scénario d'une guerre contre la Russie, les 72 premières heures se résumeraient à une seule chose. Trouver et détruire les batteries de défense aérienne russes avant qu'elles ne contrôlent le ciel. Ça exige de savoir exactement où se trouve chaque batterie S-400, quand elle se déplace, quand elle active son radar, parfois pendant quelques secondes seulement, et de frapper dans cette fenêtre. Et ça exige des satellites de reconnaissance américains, des avions de renseignement électronique qui surveillent les émissions radar russes, des données AWACS, le réseau intégré qui délivre des solutions de ciblage en temps réel. L'Europe ne dispose de presque rien de tout cela, en tout cas pas à l'échelle américaine. L'ISS, l'Institut international d'études stratégiques, a publié son évaluation en mai 2025. Pour arriver à une autonomie européenne complète, il faudrait 5 à 10 ans au minimum, et plus probablement 2 décennies pour l'ensemble des outils. 300 000 soldats supplémentaires, un investissement ponctuel d'environ 1000 milliards de dollars, puis entre 250 et 260 milliards de dollars de dépenses additionnelles, chaque année. Ça chiffre. Ben Schrier, directeur Europe de l'ISS, a dit « L'Europe a la capacité de rassembler les ressources dont elle aura besoin pour se défendre. C'est juste une question de volonté. » Mais le vouloir et en être capable à temps, ce sont des choses différentes. Les services de renseignement danois ont publié leur évaluation des menaces en 2025. La Russie pourrait être prête à mener une guerre à grande échelle en Europe dans les 5 ans, selon eux. C'est une estimation sérieuse. Cela vient de l'un des services de renseignement les plus respectés d'Europe. 5 ans. Et le calendrier de construction de l'autonomie européenne, 10 ans au minimum. Elle est donc là la fenêtre de danger. L'Europe, seule, n'est actuellement pas en mesure de dissuader l'incidentesse qu'elle craint le plus, parce qu'elle est seulement en train de construire des capacités pour le faire. Donc on l'a bien compris, l'Europe va entrer dans une fenêtre très dangereuse. Les déclarations de Trump l'ont mise à mal, et changer sa doctrine, ça va prendre du temps. Mais les déclarations ont eu un autre effet, encore plus dangereux, et ça n'a rien à voir avec l'Europe. Regardons ce qu'il se passe de l'autre côté du globe. Le Japon vient de doubler son budget de défense. La Corée du Sud affiche un soutien record à l'armement nucléaire. L'Australie approfondit l'AUKUS comme cadre de sécurité principal. Les Philippines ont commencé à accepter les positions chinoises sur les conflits en mer de Chine méridionale, discrètement, progressivement, sans faire les gros titres. Ce ne sont pas des décisions indépendantes, c'est une réaction en chaîne. Et voici ce qui la rend dangereuse. Si le Japon se dote de l'arme nucléaire, la stratégie de la Chine avec Taïwan s'effondre immédiatement. La Chine a toujours estimé que le temps jouait en sa faveur. Les capacités militaires de Taïwan sont limitées, et l'engagement américain est incertain. Attendre, appliquer de la pression, et laisser la démographie et l'épuisement faire leur travail. Mais un Japon doté de l'arme nucléaire rendrait immédiatement cette stratégie caduque. Taïwan pourrait alors être défendu sans aucune implication américaine, et ce, durablement. Les dirigeants chinois n'auraient alors plus le choix. Agir avant que les armes japonaises soient opérationnelles, ou bien accepter une dissuasion permanente et faire une croix sur Taïwan. La décision du Japon de se protéger pourrait donc créer une fenêtre de danger maximale pour Taïwan, qui n'existait pas auparavant. C'est l'un des effets papillons du retrait américain, mais ce n'est pas le seul. La Corée du Sud crée un problème parallèle. Toute la position stratégique de la Corée du Nord repose sur son monopole nucléaire sur la péninsule. Si la Corée du Sud se dote de l'arme nucléaire, ce monopole disparaît. La réponse rationnelle de Kim Jong-un: utiliser son avantage avant qu'il ne disparaisse. Chaque adaptation est individuellement rationnelle, mais collectivement, elle crée des instabilités qui n'existaient pas avant. Et franchement, c'est là que ça devient vraiment vertigineux. Et c'est ça ce qu'était réellement la dissuasion américaine. Leur promesse de traiter une attaque contre un allié comme une attaque contre elle-même, soutenue par des armes nucléaires si nécessaire. C'était cette certitude qui maintenait simultanément des dizaines de conflits potentiels en équilibre. Et quand cette promesse devient incertaine, chaque situation se gère de façon indépendante. Et une fois que ça commence, on ne peut plus l'arrêter avec des mots. Une fois que la machine est lancée, c'est trop tard. Si le Japon demain annonce un programme nucléaire, il n'y a aucune réaction américaine qui pourrait le faire reculer. Parce que la crédibilité nécessaire pour le convaincre de rester en retrait, c'est précisément la crédibilité qui vient d'être détruite. Les États-Unis ne peuvent plus restaurer la confiance avec des mots. Quand la certitude disparaît, c'est trop tard. Alors quelle est la suite ?
l'histoire nous montre exactement comment ça se déroule. L'OTAS, l'Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est, était l'alliance pacifique de l'Amérique pendant la guerre froide. Son histoire est très intéressante, et notamment la manière dont elle s'est terminée. Le Pakistan s'est retiré en 1973. L'OTAS avait échoué à le soutenir lors de la guerre du Bangladesh. La France a cessé sa participation active vers 1974. Saïgon est tombé en avril 1975. À partir de ce moment-là, la crédibilité opérationnelle était terminée. Mais la dissolution formelle, elle est arrivée en 1977, 2 ans après l'effondrement réel. La coquille légale a survécu à la réalité pendant 2 ans. Maintenant, regardez ce qui se déroule en ce moment. La Turquie a acheté des systèmes de défense aérienne russes S-400 en 2019. L'OTAN a directement exclu la Turquie du programme F-35. Des sanctions ont été imposées, mais les S-400, eux, ils sont toujours là. La Hongrie de Viktor Orban a mis son veto à des paquets d'aide européens à l'Ukraine. Elle a retardé l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Elle a bloqué des déclarations de l'Alliance critiquant la Russie. Aucun des 2 pays n'avait formellement quitté l'Alliance. Mais en pratique, il ne fonctionnait déjà plus comme un membre. Ça, c'est le premier niveau d'effondrement. Et il est déjà en mouvement. Le deuxième niveau, ce sera l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni qui construisent une architecture de sécurité post-américaine, sans les États-Unis. Le discours d'Emmanuel Macron sur la base de sous-marins nucléaires en mars 2026 a une signification historique réelle. De Gaulle avait retiré la France du commandement militaire intégré de l'OTAN en 1966. Pendant 60 ans, la dissuasion nucléaire française était explicitement pour la France seule. Mais l'offre de Macron a inversé ça. Des exercices nucléaires avec des alliés, des avions nucléaires sur les territoires alliés, c'est une première. Concrètement, la France propose de reprendre le rôle de pilier de la sécurité. Mais la France n'a pas la puissance militaire américaine. Elle ne peut pas, à elle seule, maintenir les conflits en équilibre. Et le troisième niveau d'effondrement, ce serait la Pologne, les États nordiques, les pays baltes, qui réclament d'être intégrés au parapluie nucléaire européen. Dans le cas contraire, ils seraient tentés de développer leur propre programme. La Pologne dépense plus de 4% de son PIB pour la défense. Elle a l'histoire, elle a la géographie. C'est l'État européen le plus susceptible de prendre une décision nucléaire indépendante si l'architecture européenne n'arrive pas à se construire. Et en Asie, le mouvement est déjà lancé. Les Philippines ménagent la Chine sur les conflits en mer de Chine méridionale. Le Japon et la Corée du Sud, on l'a vu, développent des capacités militaires. Tous sont activement en train de chercher des solutions pour le monde d'après. Toutes les alliances que l'Amérique a bâties font aujourd'hui le même calcul. Mais les États-Unis, eux, qu'est-ce qu'ils ont à perdre dans cette histoire? Est-ce que cette décision est vraiment dans leur intérêt? Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant 75 ans, ce rôle de pilier, c'était pas de la charité. Certes, ils payaient pour cela, et beaucoup, mais c'était un investissement. En retour, regardez ce qu'ils gagnaient. Le dollar est la monnaie de réserve mondiale, principalement parce que la sécurité mondiale repose sur des garanties américaines. Les pays qui comptent sur les États-Unis pour leur protection détiennent des dollars. Ils achètent des bons du trésor américain. Ils règlent les échanges pétroliers en dollars. C'est le fameux pétrodollar. C'est l'architecture du système. Et les bases américaines avancées, en Allemagne, au Japon, en Corée du Sud et dans le Golfe, elles ne servent pas seulement à projeter de la puissance. Elles donnent accès aux renseignements et permettent de peser sur les crises régionales avant qu'elles ne deviennent des guerres. Le rôle de pilier actuel justifie les droits de stationnement qui rendent tout ça possible. Si les États-Unis se retirent, ces bases n'ont plus de raison d'exister. Dans un monde fragmenté, ces blocs construiraient leur propre réseau de renseignement, leurs propres arrangements financiers. Ça va prendre du temps bien sûr, mais la direction prise s'éloignerait de la dépendance au dollar, et avec elle une partie de la puissance américaine. Tout le système qui supportait cette hégémonie, ce système se dissout lentement. Le calcul de Trump, c'était que le rôle de pilier coûtait plus qu'il ne rapportait, mais les données structurelles contredisent largement ce constat. Cette décision pourrait changer l'histoire. Les États-Unis ont passé des années et dépensé des milliards pour construire ce système et cette dépendance structurelle. Il est en train de s'effondrer doucement en même temps que l'OTAN s'affaiblit. Pendant 75 ans, une seule certitude a tenu le système ensemble. Aujourd'hui, cette certitude a disparu. Et ce qui reste, c'est uniquement une coquille vide. Et ce que contient cette coquille, c'est le monde de demain qui se construit, avant même que quelqu'un n'annonce officiellement que l'ancien est terminé.